À la une ce soir, le Premier ministre a rejeté le plan d'aide de 2,5 milliards d'euros qu'exigeaient les collectifs en Guyane. Une demande irréaliste selon Bernard Cazeneuve. Il appelle à poursuivre le dialogue. Les syndicats, eux, ont durci le mouvement. Et une partie des agents de l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau est toujours en grève depuis plus d'un mois. La pierre d'achoppement demeure le protocole de transfert réclamé par l'UTS-UGTG, document que refuse la direction. Le reportage de Nathalie Dinan et de Patrick Curie dans un instant. Et hommage ce soir à une grande dame du patrimoine culinaire guadeloupéen, Carmélie Diane. Elle s'est éteinte à presque 100 ans. Elle avait voué sa vie à la cuisine et à la vie associative, notamment auprès de l'association des jeunes de Saint-Félix, dont elle était la fondatrice. Et enfin ce soir, après la cuisine et l'accueil à TV Guadeloupe, mais l'hébergement touristique au banc d'essai, vous verrez comment sont accueillis les efforts pour accompagner notre tourisme. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine s'annonce tendue en Guyane. Après avoir refusé le milliard d'euros promis par le gouvernement pour rattraper les retards structurels du pays, le collectif des manifestants a durci le mouvement aujourd'hui. Les commerçants ont été tout simplement priés d'abaisser leurs rideaux. Une nouvelle journée ville morte, comme nous le montre à Cayenne Natacha Maltaverne. Comme annoncé, le mouvement se durcit. Ce matin, le carrefour Maringouin est bloqué par des camions et des carcasses de voitures. Voilà, le mouvement se durcit parce que hier, il y a un communiqué qui est sorti en disant que c'est ville morte. Donc les sociétés sont fermées, les commerçants sont fermés. Et il se trouve que ce matin, on voit que partout est ouvert. On ne veut pas jouer le jeu, mais on va fermer de force. Voilà. Si des commerces sont ouverts en début de matinée, ils ont rapidement baissé leurs rideaux. Dans le centre-ville de Cayenne, la plupart a respecté la consigne, un air de déjà-vu pour la population. C'est une bonne chose parce que c'est un combat qu'on mène contre tout ce qu'on demande. C'est pour aussi améliorer notre quotidien de chaque jour. Je peux encore me rendre au travail puisque par rapport à mon métier, je suis dans le social, donc je suis un peu obligée d'être là pour pallier à des urgences, mais le quotidien se passe bien, pas trop de difficultés, ça va. On est obligé de mobiliser, obligé, parce que rien pas qu'à avancer la Guyane. Je suis d'accord que ça continue toujours, parce que rien pas qu'à marcher pour les enfants, rien du tout, donc la Guyane n'est pas qu'à développer. Moi je pense que cette situation ne peut pas durer éternellement. Vous savez, après tout ce qu'il y a eu ces derniers jours, bien entendu, c'était nécessaire. Mais après une semaine, 2 semaines, il faut voir qu'il y a des commerces, tout est fermé. Et par la même occasion, il y a des gens aussi qui ont des loyers à payer, qui ont des produits qui se périment. Donc il serait grand temps qu'on trouve une solution. La solution simplement, c'est que de laisser au gouvernement le temps de réfléchir, pas trop longtemps bien entendu, mais pour qu'on puisse d'ici 2 ou 3 jours ouvrir cette frontière, on peut appeler ça comme ça, de tout ce qui se passe pour éviter qu'il y ait le pire demain. Comme lors de la première journée ville morte, les 500 frères ont sillonné les quartiers à la recherche des commerces ouverts et une nouvelle fois, les commerçants ont obtempéré. On était fermés pendant les 14 jours et on a vu que les commerçants chinois étaient ouverts et donc on a dit qu'on allait ouvrir et suite qu'ils sont venus, nous ont dit de refermer et qu'ils allaient voir les commerçants chinois pour fermer parce que c'est toute la Guyane qui doit être mobilisée, c'est toute la Guyane qui souffre. Et franchement, il faut jouer le jeu. C'est pour nous-mêmes. Après 13 jours de mobilisation, la solidarité est encore de mise. Une solidarité forcée, nous disent certains hors caméra. Et à Paris, hors de question pour Bernard Cazeneuve de céder à la demande des collectifs, 2,5 milliards d'euros d'aide. Une demande irréaliste selon le Premier ministre. À l'issue d'une réunion ministérielle qu'il a tenue ce matin, il a lancé un appel à la raison au peuple guyanais et a demandé la fin de la grève. Reportage Éric Dupuis. Ce doit être l'une, voire la dernière réunion de ministres à Matignon du quinquennat. Et la mine des participants est plutôt grave. Pendant plus d'1h15, les membres du gouvernement ont chacun exposé les efforts consentis par leur ministère pour la Guyane. Et le Premier ministre est formel, impossible d'obtenir 1,4 milliard supplémentaires exigés par les leaders du mouvement. Il serait très facile, sans doute aisé, de céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d'un montant irréaliste, puis d'en laisser la charge
et la responsabilité à un autre gouvernement. En plus des 11 accords trouvés avec les partenaires sociaux par les ministres ce week-end, l'État souhaite s'engager dans la construction de nouvelles écoles à hauteur de 25 millions d'euros supplémentaires et l'arrivée de nouveaux professeurs dès la rentrée prochaine. La Guyane est le seul territoire de France dans lequel, à une exception près, l'ensemble des établissements scolaires sont en éducation prioritaire renforcée. Allez dans d'autres territoires de France dire cela et vous comprendrez ce que ça suscite comme réaction. En matière de santé, une étude va être menée pour créer un cursus universitaire au sein de l'hôpital de Cayenne. Ce n'est pas en quelques semaines que se met en place une filière universitaire médicale dans un territoire. Enfin, un comité de suivi est chargé d'assurer ces mesures, considérées comme largement raisonnables par le gouvernement. L'idée vraiment, c'est de ne pas être dans de grandes annonces comme ça, démagogiques, qui ne seraient pas suivies d'effets. C'est au contraire d'être dans des choses extrêmement précises, extrêmement opérationnelles, qui permettent ensuite de tenir ses engagements. La prochaine étape à Paris, c'est le Conseil des ministres mercredi, où se verra présenter ces mesures au président de la République, qui les validera. Aucun déplacement gouvernemental en Guyane n'est prévu à ce jour. Et en Guadeloupe, le conflit qui touche l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau semble s'inscrire dans le temps. Près de 43 jours qu'une partie des agents, ceux affiliés à l'UTS-UGTG, sont mobilisés. Ils réclament pour la mutation du personnel vers le nouvel établissement la signature d'un protocole de transfert. Les précisions avec Nathalie Dinan et Patrick Curie. Rue de la Maternité, rebaptisée par l'UTS-UGTG rue de l'Injustice, les employés affiliés à cette centrale ont arrêté le travail depuis plus de 40 jours. Un carême qui s'apparente à un mépris de leur direction selon les grévistes, là d'attendre une réponse positive aux conditions de leur transfert. Nous avons dit pour qu'ils mettent en direction, on ne peut pas signer un protocole de transfert. Il y aura dit qu'il ne pas connaître ça, ça y est, il ne pas avoir ça dans le contexte, mais en cas tout simplement dit, ne serait-ce que le bon sens voudrait que vous déménager en capacité de 49 lits de là, on va passer à 200 lits en les 7 hectares, donc 4 hectares de bâti. Donc c'est évident que à pas même gens là nous travaillons, à pas même gens là nous prenons ces malades là en charge. Donc ça a demandé nécessairement un certain nombre d'organisations, un certain nombre de personnel, ça a demandé forcément des organisations pertinentes. Du côté de la direction, l'organisation pertinente ne repose pas sur un protocole de transfert qu'elle qualifie d'illégal. Élie Régent, le directeur, se dit prêt à discuter pour sortir de ce conflit qui n'a que trop duré. Si c'est illégal, en tant que directeur d'établissement public de santé, je ne peux pas signer un document qui ne serait pas de base reconnu par la loi. Ce qui est reconnu par la loi, c'est le principe de la négociation sur des thématiques précises, notamment les organisations de travail. Un travail a été réalisé sur le déménagement auquel ont été associés les agents et pour lesquels ils ont largement été informés. Nous voulons de nouveau intégrer les représentants des organisations syndicales pour qu'on aille plus loin, pourquoi pas. Ça ne me gêne rien. Mais le principe est que le protocole de transfert tel que souhaité par l'organisation syndicale du UTS-UGTG n'est pas un protocole qui a une base réglementaire. Les deux parties ne se sont pas revues depuis jeudi dernier lors de l'irruption de l'UGTG pendant le conseil de surveillance, présidé par Joël Beaugendre, qui a d'ailleurs quitté la table. Demain, l'organisation syndicale a prévu une forte mobilisation. Des perturbations sont à prévoir. Autre titre de ce lundi, la menace des gérants de stations-service qui menacent de se mobiliser depuis la mise en place du décret Lurel en 2013. Concernant la transparence des prix, leurs conditions de travail se seraient nettement détériorées. Ils dénoncent également la non-revalorisation de leurs marges depuis près de 10 ans. Aujourd'hui, ils espèrent un geste de l'État. Reportage Karen Diama. Après 2 ans de discussions infructueuses avec le ministère des Outre-mer, les gérants de stations-service sont aujourd'hui pieds et poings liés. On apprend qu'en début d'année, que les compagnies pétrolières ont obtenu de manière très généreuse des millions et des millions d'euros pour pouvoir encore mieux fonctionner. Et nous disons que c'est inadmissible. Pendant que nous sommes en train de crever la gueule ouverte, pendant que les gérants ne cessent de déposer le bilan parce que
ils sont confrontés à un problème de charges trop élevées. Aujourd'hui, on constate qu'à travers ce décret, qui est pour nous un décret au service des compagnies et du grand capital, des compagnies pétrolières, on constate que nous, on ne tient pas compte de notre réalité, on ne tient pas compte de nos difficultés, on ne tient pas compte du fait que nous soyons en souffrance, on ne tient pas compte du fait qu'on emploie 1 millier de personnes et on donne, encore une fois, généreusement, des millions d'euros aux compagnies pétrolières qui n'en ont pas besoin. Après la fermeture de 3 stations-service en 2016, c'est plus de la moitié des stations-service qui seraient aujourd'hui en grande difficulté. Aujourd'hui, les gérants sont fatigués de cette situation, ils sont excédés et ils vivent cette situation comme une profonde injustice. Et ce qu'on se dit, c'est que ça ne peut plus durer. Donc on s'est donné les moyens de discuter, on s'est donné les armes pour qu'on puisse entamer un dialogue constructif avec le ministère des Outre-mer. Mais manifestement, on sent qu'il y a une volonté de ne rien faire et de laisser la situation empirer. Et ce qu'on regrette, c'est que manifestement, il faudrait qu'il y ait un désordre. Il faudrait peut-être qu'il y ait des stations fermées pour qu'on puisse tenir compte de nos problèmes. Et nous, on ne voulait pas en arriver là, encore une fois. Pour l'heure, aucune nouvelle rencontre n'est prévue avec le ministère des Outre-mer, la dernière ayant eu lieu en décembre dernier. Et nouvelle étape dans le plan de rénovation urbaine à la ville des Abîmes. De nombreux citadins ont pu assister ce week-end à la démolition de la résidence Résolue, un bâtiment emblématique à Grand-Camp. Construite en 1976, cette résidence avait hébergé pas moins de 60 familles. Dans quelques mois, ce quartier sera transformé en un véritable jardin. Reportage Isabelle Amou, Karen Diama. Les images parlent d'elles-mêmes. Une démolition de plusieurs bâtiments du secteur Grand-Camp qui laissera place à un nouveau quartier. Aucun doute, la rénovation urbaine se précise aux Abîmes. C'est un pan de l'histoire de Grand-Camp qui s'en va, mais c'est aussi en même temps une nouvelle page de ce quartier qui s'ouvre, puisque dorénavant, vous aurez ici un espace de logement très agréable pour les habitants de Grand-Camp. Et bien sûr, cette rénovation urbaine qui impacte ce quartier, eh bien, dans ce quartier-là, il y aura quand même un lieu vivre ensemble. Et donc, c'est un projet très ambitieux. C'est un projet qui fait plus de 700 millions d'euros sur les 5-6 prochaines années. Et donc, aujourd'hui, nous avons une ville des Abîmes en chantier, un quartier de Grand-Camp en chantier. Et c'est pour le mieux vivre, le mieux être des habitants de ce quartier. Ici, ce sont des centaines de familles qui se sont construites. Même si l'idée d'un mieux-être est au cœur de ce vaste projet de reconstruction, ce sont des souvenirs qui s'envolent et cela touche les cœurs. J'ai vécu à Résolue quand même 15 ans, donc c'est 15 années de mon enfance, de ma jeunesse. Je ne vais pas dire qu'ils sont partis en fumée, puisque bon, qui dit démolition dit reconstruction, mais c'est vrai que ça fait quelque chose. Émotionnellement, c'était difficile, je ne pensais pas. J'y suis allée par curiosité et puis pour aussi voir... partager avec des anciens locataires ce qui se passait, donc qui vivent à Paris ou qui vivent autre part. Et c'est vrai que l'émotion était à son maximum. Les souvenirs sont remontés. Je me revoyais jouer avec les camarades, faire du vélo, du tennis. En fait, c'est vrai que c'était assez particulier comme moment. D'ici 2018, Grand-Camp connaîtra un nouveau visage. La finalité de ce projet serait d'améliorer la qualité de vie des habitants. Et au-delà, d'enrichir leurs perspectives d'épanouissement et d'intégration. Reste avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. L'hébergement touristique au banc d'essai et puis le grand retour des Vikings. Nous étions avec eux au New Morning, une scène parisienne. Elle avait consacré toute sa vie à ses deux amours, la cuisine et la jeunesse guadeloupéenne. Jeanne Carmélie-Jeanne, pionnière de l'Association des cuisinières de Guadeloupe et fondatrice de l'Association des jeunes de Saint-Félix, s'est éteinte à l'âge de 98 ans. Portrait d'une femme au grand cœur avec Nathalie Dinan et Patrick Curie. Dommage qu'elle soit partie à 98 ans. On aurait aimé qu'elle soit là encore avec nous. Mais bon, le destin a voulu qu'elle nous quitte. En laissant un immense vide, car Jeanne était l'un des meilleurs cordons bleus que la Guadeloupe ait connu. Les gens venaient du monde entier déguster sa cuisine tété douette.
Carmélite Jeanne née Martial a débuté dans le restaurant de sa maman à l'âge de 18 ans. Elle se marie plus tard, ouvre son premier lolo dans lequel elle confectionnait des acras de malanga, de carottes ou encore d'igname. Et Saint-Félix a perdu sa mère parce que maman, Madame Jeanne, notre mère, c'était le poteau-mitan de Saint-Félix. Dans ce quartier, avec Monsieur Jeanne, elle gravit les échelons, travaille sans relâche pour inaugurer la nouvelle table créole en 1983. Elle connaîtra un très vif succès. C'était une dame qui avait son caractère à elle, mais en cherchant bien, c'était une femme qui avait le cœur sous la main, en quelque sorte, on peut le dire. Restauratrice, hôtelière, présidente fondatrice de l'Association des jeunes de Saint-Félix, membre émérite de l'Association des cuisinières de la Guadeloupe, distinguée par le Conseil régional, médaillée de la courtoisie française et du tourisme, Carmélite Jeanne, malgré toutes ses activités, avait toujours le temps pour aimer et entourer ses fils. Nous étions des garçons gentils. Jusqu'à maintenant, nous sommes des hommes gentils. Et bon, elle a beaucoup de petits-enfants et arrière-petits-enfants. Notre mère, jusqu'à ces derniers jours, elle a toujours voulu que ses enfants soient à côté d'elle. Et chose que nous avons accomplie à merveille parce que nous étions là le matin. Certains frères, on prenait la relève en quelque sorte pour qu'elle puisse voir que ses enfants autour d'elle, c'est des hommes sérieux et puis c'est une grande famille, la famille Jeanne à Saint-Félix. La reine des aînés du Gosier a rendu son tablier à l'âge de 98 ans, laissant un immense vide chez tous ceux qu'elle a aimés, aidés, soutenus et nourris. Et la veillée a lieu ce soir justement chez elle au village Caraïbe à Saint-Félix-à-Gosier. Ces obsèques seront célébrées demain après-midi à l'église du Gosier. Et demain débutera la 20e édition de la Carujette. Pour l'occasion, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant met en place un événement inédit autour du sauvetage et du secourisme, la Riviera Beach Tour jusqu'à jeudi. Pour nous en parler ce soir, la chargée de projet a accepté d'être notre invitée. Aurélie Belfort, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Riviera Beach Tour, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, la Riviera du Levant, c'est un territoire composé de communes maritimes. C'est le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, la Désirade. Par essence, nous sommes un territoire balnéaire. Donc le Gosier a reçu le label station nautique, Saint-François est une station balnéaire. Et il est donc important pour nous de s'assurer que nos populations sont en sécurité. La Riviera du Levant, c'est un territoire qui est particulièrement plébiscité par les Guadeloupéens pour ses plages, mais aussi par les touristes, puisque la moitié des touristes qui séjournent en Guadeloupe séjournent dans nos communes. Et donc, à l'approche des fêtes de Pâques et de l'affluence que nous connaissons, nous avons vraiment souhaité mettre l'accent sur la sécurité cette année. Donc, il s'agit de parler de sauvetage, de secourisme. Quels seront les temps forts de cette manifestation ? Alors, le programme de la Riviera Beach Tour est parallèle à celui de la Carujette, si je peux dire. Donc, nous serons demain à la Dacha au Gosier, parallèlement au show nautique. Nous serons à Saint-François mercredi à Raisin-Clair et à Sainte-Anne jeudi. L'idée, c'était vraiment de faire une manifestation complète, c'est-à-dire que nous avons des partenariats avec le SDIS, la Ligue régionale de sauvetage et de secourisme et TRAS, pour proposer au public un choix d'animation sportive et ludique autour du sauvetage et du secourisme. Donc nous invitons les personnes à venir assister à des démonstrations. Donc on aura en temps réel des personnes qui seront sorties de l'eau. Les publics pourront aussi se former à des gestes qui sauvent, qui sont simples. Est-ce que les gens pourront se former justement aux gestes de premier secours ? Absolument, absolument. C'est aussi le but de la manifestation. C'est de rendre tout ce savoir qui est important accessible au tout public. Donc l'objectif n'est pas que festif, vous l'avez dit, c'est aussi de sensibiliser les Guadeloupéens en gestes de premier secours. Est-ce que cet événementiel sera également suivi dans les semaines ou mois à venir d'autres programmes pédagogiques justement pour inscrire ces réflexes dans le quotidien des Guadeloupéens ? Oui, alors l'idée c'était vraiment, donc là c'est la première édition et on espère vraiment capter le plus de public possible et bien sûr réitérer cette opération pendant les périodes de grosse affluence. Il faut savoir que nous avons mis en place en décembre dernier une brigade des plages qui est une unité mobile qui sillonne les plages du territoire communautaire et qui a pour but
outre l'information et la prévention en matière d'environnement, de sécurité de baignade, de porter assistance aux personnes en danger. Donc c'est vraiment une unité qui est aussi là pour être au plus proche des populations et faire vraiment ce travail d'information avec eux. C'est assez particulier comme événement pour une communauté d'agglomération. Quels seront vos partenaires pour mettre en place cette manifestation? Alors nous travaillons avec le SDIS. Nous travaillons avec la Ligue régionale de sauvetage et de secourisme de la Guadeloupe et avec Trace qui va assurer la partie un peu plus ludique avec des cours de Zumba et d'Aquazumba. Je vous remercie Aurélie Belfort d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que l'événement commence demain, la Riviera Beach Tour, jusqu'à jeudi, sur tous les points de repère de la Carudjet. Ça permet aussi de faire parler l'événement, finalement. Nous continuons ce journal en parlant du tourisme. Nous ne sommes pas très loin de la Riviera du Levant. Suite de notre série consacrée à ce secteur, la clientèle touristique est-elle satisfaite de notre hébergement? On écoute les réponses recueillies aujourd'hui par Isabelle Hameau et Karen Diamant. On regarde ensemble. Merci. Et on a une chambre située juste ici, face à la mer, donc très agréable. Excellent, le petit déjeuner très complet, les enfants ont trouvé tout ce qu'il fallait et la piscine, ils y sont depuis 8h ce matin, donc ça va bien. Les lits sont confortables, il y a une télévision, il y a une terrasse et voilà. Pour un bon hébergement, en fin de compte, c'est la somme de plusieurs paramètres. Le premier, c'est le produit, bien évidemment, le produit chambre, qui doit correspondre aux attentes d'une clientèle qui voyage, une clientèle qui peut comparer les différents types d'hébergements dans le monde, que ce soit en affaires ou en loisirs, et derrière, tous les services et servitudes liés au bon séjour du client. Après sinon les chambres sont très propres, c'est très confortable. Ce qu'on apprécie particulièrement c'est tout ce qui est espace collectif, au niveau du bar, de l'accueil et tout ce qui est espace vert, plage, qui est très, très joli. Où je suis, j'ai tout. Je peux rester à l'hôtel toute la journée, les gens sont sympathiques. D'ailleurs, j'ai pas mal d'amis parce que je viens bien souvent. Et les gens sont agréables. Les chambres sont bien, on est bien. Et vendredi dernier, Max Séverin et sa troupe Les Vikings ont enflammé la scène du New Morning à Paris. Solène Boissaille était là pour voir ça. On regarde. Une file d'attente dans la rue des Petites Écuries pour les Vikings de Guadeloupe. Depuis l'année dernière, le groupe mythique des années 70 revient sur la scène parisienne après presque 40 ans d'absence. Plusieurs générations partagent la même nostalgie, mais aussi l'attente d'un concert endiablé. On a beaucoup dansé sur ces airs. Je pense même m'être marié sur leur musique. Même s'il y a des fausses notes, on ne va pas porter attention. On va dire, au moins ils sont là. J'ai la tenue adéquate, basket, jean, parce que quand ça va commencer à bouger, je ne serai plus sur mon siège. Pendant 2 bonnes heures, ils ont fait danser la foule et pas dans n'importe quelle salle. Le New Morning, connu pour ses grands noms du jazz et de la scène afro-caribéenne. Nous nous trouvons étrangement heureux
d'avoir notre nom sur le même pédigré, donc que ce soit Nina Simone depuis des années, Eddie Palmieri et tout le reste. Et pour nous, c'est un honneur et une joie dans notre catalogue de dire j'ai fait le New Morning. Et dans la salle, c'est un public parisien très éclectique. Si pour beaucoup ce sont des souvenirs de jeunesse, d'autres ont hérité des goûts musicaux de leurs parents ou encore même de leurs grands-parents. Et de manière générale, le retour de la musique live fait son effet. Il y a un vrai retour en force de cette musique-là avec un public de l'époque qui est fidèle et un nouveau public. On est très content de les avoir sur Paris pour les voir en live. Ils ont toujours autant la pêche. Avant l'année dernière au Zénith, leur dernière date à Paris, c'était en 1978. Ça nous manque Paris. Alors c'est toujours simplement un grand moment de revenir pour voir nos fans qui sont là depuis belle lurette. Ce concert marque la fin de leur tournée européenne, mais une nouvelle se profile à l'international et notamment en Côte d'Ivoire. En attendant, ils seront le 28 avril en Colombie pour représenter la Caraïbe française. Le temps des Vikings de Guadeloupe est loin d'être révolu. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Attention aux personnes fragiles. La qualité de l'air est au niveau rouge. Ça a été décrété par Guader. Les particules fines sont très nombreuses. Et EDF Archipel vous informe que la distribution d'électricité sera perturbée aux abîmes de 8h15 à 12h30, notamment à l'avenue du Général de Gaulle, ainsi que dans la commune du Moule, de 8h30 à midi à Aublanche. Et enfin, si vous souhaitez donner votre sang, l'équipe de l'EFS sera demain à la place tricolore de Sainte-Rose avec l'amicale de la police municipale de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.